pour ne pas être exposé à des contenus à caractère complotiste ou de désinformation, en général, il faut aller consulter des contenus à haute valeur ajoutée, informationnels, journalistiques, etc. Et normalement, les algorithmes ne nous recommandent pas ce type de contenu. Donc, après, il n'y a pas de... Comment dire on sait que les contenus complotistes, ils bénéficient d'une sorte de prime algorithmique, de visibilité algorithmique, parce que ce sont généralement des contenus sensationnalistes. Et les utilisateurs aiment ça, parce que c'est ce qui fait qu'ils vont maximiser leur temps connecté sur la plateforme. Et ce temps de cerveau disponible, ce temps connecté à la plateforme, cette attention qui leur est prise, eh bien, elle se convertit en revenus publicitaires pour ces plateformes. C'est leur modèle économique, c'est leur manière de fonctionner. Or, ce temps, il n'est pas illimité. Donc, c'est notre responsabilité à tous, citoyens, utilisateurs, citoyens numériques, eh bien, que d'avoir conscience de ça. On ne devient pas complotiste du jour au lendemain juste parce qu'on a vu une vidéo complotiste. Ou alors, c'est que le verre était déjà dans le fruit. En tout cas, c'est de plus en plus assumé. Il y a encore quelques années, on rejetait l'étiquette complotiste, et c'est encore le cas pour beaucoup d'entre eux, parce qu'ils y voient une simple étiquette infamante qui servirait uniquement à discréditer, à disqualifier. Et c'est vrai qu'elle a un pouvoir de disqualification, hein, cette étiquette, ce mot en tout cas. Simplement, elle décrit aussi une réalité. Elle permet d'appeler un chat un chat. Ce terme de complotisme, on ne va pas le désinventer pour faire plaisir aux complotistes, justement. Et effectivement, on observe que depuis quelques temps, depuis quelques années, de plus en plus de figures de la complosphère se disent eux-mêmes complotistes. N'ont plus de tabou ou de réserve par rapport à ça. Alors, comment il faut le prendre? D'une certaine manière, ça clarifie les choses. Et en même temps, ça dit aussi quelque chose de leur confiance en eux. C'est-à-dire du fait qu'ils ont l'impression d'être très nombreux, de peser, et qu'aujourd'hui, ils peuvent sortir du bois et s'assumer complotistes. Longtemps, ils disaient, mais non, on n'est pas complotiste, on ne fait que poser des questions. On est questionniste, on est constatiste. Ça, on l'a lu beaucoup. Maintenant, de plus en plus, il y a l'idée que c'était les complotistes qui avaient raison, par exemple. On dit, ah, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle directive, une loi, quelque chose, un projet qui entre en vigueur, on vous dit, ah, mais ça, on l'avait annoncé auparavant, donc on avait raison, c'est bien la preuve qu'on avait raison. Non, ce n'est pas la preuve qu'ils avaient raison. Avoir raison, en tout cas dire une chose qui ne se produit pas 2 ans avant, c'est pas avoir raison, c'est dire quelque chose qui est faux à l'instant T, au moment où on le dit. Et par ailleurs, même les horloges cassées donnent l'heure exacte 2 fois par jour. Donc évidemment, dans le torrent de bêtises, d'insanités qui sont dites par les complotistes H24, il y a bien parfois des choses qui s'avèrent, d'accord, ou qui se réalisent, mais ce n'est pas une preuve qu'ils avaient raison et qu'ils étaient prophétiques. Moi, je constate depuis longtemps maintenant que le débat est impossible avec un complotiste. Si on peut débattre avec quelqu'un, c'est qu'il n'est pas complotiste, justement, parce que ce qu'il est défini, c'est précisément d'être enfermé dans une vision du monde absolument dogmatique, et qui fait que si vous démontez un de leurs arguments, ils vont revenir avec 10 nouveaux arguments, et ainsi de suite. Et de toute façon, la démonstration de la fausseté de leurs croyances n'aura aucun effet sur eux, absolument aucun. Maintenant, on est dans une civilisation, une société démocratique qui valorise à raison la discussion, le débat. Ce qui est en train de se passer avec les réseaux sociaux et Internet, c'est que des discussions qu'on avait au café, au PMU, on est des animaux sociaux, hein. On aime débattre, on aime parler, on aime se raconter des histoires. Donc tout ça fait partie de notre nature d'être humain, c'est de l'ordre de l'invariant anthropologique, c'est normal. Simplement des discussions très marginales, avec parfois des thèses très extrêmes, qui étaient tenues de manière assez confidentielle auparavant, aujourd'hui elles se tiennent au grand jour, c'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès à chaque instant, grâce à la magie des réseaux sociaux, et surtout, ces gens qui autrefois tenaient des discours radicaux dans leur cercle d'amis proches, bien aujourd'hui ils trouvent des gens qui sont parfois très éloignés d'eux géographiquement, mais qui, avec les réseaux sociaux, avec qui ils rentrent en contact, qui peuvent échanger, et ça leur donne l'illusion qu'ils sont très nombreux, ils sont moins nombreux qu'on le dit, mais en tout cas, ils peuvent être très bruyants comme ça. Et ça nourrit chez eux, je crois,
un sentiment de surconfiance qui fait qu'ils ont le sentiment que le renversement des choses, du système, est imminent et qu'ils forment la majorité. Ce qui n'est pas vrai. Maintenant, je pense qu'on a toujours raison de discuter en démocratie, parce qu'on est tous traversés par des opinions, des croyances contradictoires, divergentes, donc on n'a pas d'autre moyen que de discuter, de trancher de désaccords par la discussion, mais je pense qu'on ne doit pas pour autant céder à l'injonction permanente du débat, avec l'idée que la vérité jaillirait nécessairement, automatiquement, mécaniquement du débat, c'est-à-dire de la confrontation caricaturale entre un pour et un contre. Voilà. Ça relève du spectacle, ça peut être agréable à regarder, ça peut aider à se faire une idée, effectivement, quand on est extérieur aux enjeux qui sont discutés, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours la meilleure manière d'informer les gens et de les éclairer sur un sujet. Je pense qu'un débat, ça a du sens entre des experts qui s'y connaissent, qui ont un avis éclairé et qui ont un respect commun des faits. Sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le règne de la post-vérité. C'est-à-dire que les faits sont secondaires, ils ne comptent pas, ou pas autant en tout cas que dans les journaux ou dans le monde de la presse. Il faut le savoir, c'est-à-dire que ça peut être très agréable d'être sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit des choses qu'on ne connaissait pas, on trouve aussi des informations, c'est vrai, brutes souvent, et surtout on peut échanger. Donc là encore une fois, mais il faut bien savoir ce que c'est un réseau social. Ça n'est pas un média, ça n'est pas un journal. Maintenant, ça dépend des plateformes. Il y en a une qui est de plus en plus toxique, c'est Twitter, très clairement. Et Twitter, on subit lorsqu'on s'attaque aux théories du complot et à la désinformation, des campagnes de harcèlement, de diffamation, de calomnie, de mensonges, d'une violence rare. Avec y compris la mise en danger de nos proches, avec des choses d'une très très grande violence et d'une intensité très grande. Donc il y a un côté radioactif de ces réseaux sociaux, donc il faut le savoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller et pas y être, mais ça veut dire qu'il faut y aller en sachant qu'il y a un moment dans la journée où on va couper, on va tourner le bouton. Pas être esclave de ça, il ne faut surtout pas penser que c'est la réalité, même si ça peut produire des effets dans la réalité, ce qui est autre chose. Que d'ailleurs, en dehors de cette bulle-là, il y a très peu de gens qui voient tout ce à quoi vous êtes exposé à travers vos notifications. Vous êtes le seul, en fait, à être sur ce point d'observation. Donc il faut relativiser aussi. Au fond, le fait d'avoir les théoriciens du complot, les complotistes, les influenceurs complotistes qu'on critique, qu'on observe, qu'on analyse en face de nous directement, en accès direct, finalement nous conforte dans l'idée qu'ils représentent un vrai problème. Il y a en ce moment un procès en France, c'est le procès d'une cellule néo-nazie qui s'appelait Waffenkraft, aux assises, et on s'aperçoit que ces gens dont l'un était très déterminé à commettre un attentat en France, contre des musulmans ou des juifs, ou contre Jean-Luc Mélenchon, ou contre un rappeur, etc., eh bien, étaient biberonnés à des plateformes complotistes, et des plateformes complotistes tout à fait notoires, comme Égalité et Réconciliation, pour ne pas le nommer, c'est-à-dire le site d'Alain Soral, que nous, on observe depuis très longtemps maintenant, et qui a fait un travail métapolitique profond, c'est-à-dire qu'il a fait des petits dans le sens où il a influencé massivement une partie de notre jeunesse sous nos yeux. Donc même si ce ne sont pas des dizaines de millions de connexions par mois, ça laisse des traces, ça traverse notre société, et à la fin, ça a des conséquences, et là, ça aurait pu avoir des conséquences funestes avec un passage à l'acte terroriste, en l'occurrence. Donc il ne faut pas relativiser la dangerosité, la toxicité de ces choses-là.